Ça va pas marcher. Voilà. Donc, vous savez que la pharmacopépidémiologie, c'est des études d'utilisation, des études d'efficacité et de risque sur les médicaments et des études d'impact dans la vie réelle. Et c'est très important parce que c'est complémentaire à la pharmacovigilance qui s'intéresse au cas individuel et d'imputabilité au cas individuel et encore plus complémentaire des essais cliniques qui, par définition, concernent des mobilisations hyper sélectionnées et avec des suivis très limités. Suivant cette clé alors, voilà. Donc, EPIFAR, suivant cette clé. Voilà. Donc, c'est une structure commune, c'est une prise de décision de voie publique dans le domaine de sécurité des médicaments. On a l'expertise avec les données de SNDS. On collabore ensemble, c'est-à-dire et la CNAM et la NSM depuis une dizaine d'années. Et il y a l'approche de pharmacopépidémiologie a pris le relais, a pris le dessus sur les données sur l'approche de pharmacovigilance depuis l'existence des grandes bases de données, hein, et depuis une dizaine d'années, et avec un contexte d'ouverture de données vers les équipes académiques et vers l'équipe de privé. Les deux institutions ont décidé de la constitution d'EPIFAR pour éclairer la décision politique dans le cadre de sécurité surtout des produits de santé et de leur utilisation. Suivant cette clé. Alors, la mission principale, c'est assurer une expertise publique indépendante en épidémiologie de produits de santé pour une aide à la décision publique. Et donc, c'est indépendant de l'industrie, public parce que c'est la CNAM et la NSM, concerne le produit de santé, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux, aide à la décision publique parce que tous les travaux qui seront faits, c'est soit commandé, soit un programme de travail qui aidera à faire une action. Suivant cette clé. Alors, les objectifs, l'objectif principal et de loi, c'est surveiller l'approche de pharmacopépidémiologie de produits de santé. Piloter et coordonner les études, c'est-à-dire faire les études et collaborer avec des équipes académiques, c'est pour ça je suis là aussi, pour faire des études et coordonner dans le cadre de surveillance des médicaments. Apporter l'expertise en pharmacopépidémiologie. Troisième, c'est renforcer l'échange avec l'extérieur. Sans l'expertise aussi des équipes académiques de l'extérieur, nous ne pouvons pas assurer de façon fiable la surveillance de l'épidémiologie et les travaux d'EPIFAR, ils sont rendus publics et valorisés soit par des rapports, soit par des données scientifiques. Pour résumer la situation, c'est une unité de recherche, mais à viser l'approche de la décision publique. Suivant s'il te plaît. Comment c'est organisé? Il y a une direction, donc moi je suis ni ANSM ni CNAM, et je fais aussi partie de l'équipe anti-échappement infectieux et de pharmacopépidémiologie du CESP, et avec une directrice adjointe pour la CNAM que certains d'entre vous connaissent, Rosemary Drespira, et un directeur adjoint qui est à la veille de la CNAM, pardon, Rosemary c'était la NSM, et Alain pour la CNAM qui est médecin de santé publique, avec des équipes, des pharmacopépidémiologistes, des statisticiens, du data management. Le data manager, c'est un métier très important parce que les données sont assez compliquées. Par contre, par ailleurs, il y a des internes, 2 internes de santé publique et 2 internes de pharmacie, mais on accueille des doctorants et des bourses doctorants et des stagiaires. Il y a un comité de pilotage entre la NSM et la CNAM, je ne vais pas parler. Par contre, il y a un conseil scientifique indépendant d'EPIFAR, indépendant de la NSM, indépendant de la CNAM, qui est présidé par le professeur Bernard Bigot de l'Université de Bordeaux, de 8 personnes,
de lequel Alexis Elbaz et Pascal Hubert de CESP font partie sur les 8 personnes de ce conseil scientifique. Suivant, s'il vous plaît. Alors, toutes les études qu'on fait, c'est à partir de SNDS. Donc, on n'a pas de sources extérieures, ni de cohortes, ni de chaînage entre cohortes et les données de SNDS pour les travaux qui sont faits à l'intérieur de EPIFAR. Par contre, on va parler tout à l'heure, c'est plutôt la collaboration avec l'équipe académique pour soit ils chaînent avec les données des SNDS, soit ils travaillent avec les données des SNDS sans avoir besoin d'études de cohorte. Vous connaissez, je ne vais pas, c'est les données de SNIRAM, de BMSI, les données de CPDC qui sont disponibles pour le moment 3 ans ou 4 ans jusqu'à 2015 ou 2016, c'est sûr que de 2012, 2013, 2014, 2015, mais je ne sais pas si le 2016 il est prêt, et il y aura d'autres données de CNCA qui peuvent parvenir au SNDS. On a accès permanent à ces données-là, autorisation cadre de la CNIL, donc pour une étude, on ne demande pas une autorisation de la CNIL, par contre on garde un cahier où on retrace l'ensemble des études qu'on est en train de le faire. Suivant, s'il vous plaît. Sont valorisés les travaux par ça a disparu, Sylvie, dans des comités de lecture, de publication. Vraiment, c'est une vraie unité de recherche, mais à visée décisionnelle. Je pense que Sylvie, ça va revenir ou pas? Suivant, s'il te plaît. Donc, le programme de travail, ça a été élaboré par le GIS, par nous, et approuvé par le conseil scientifique. C'est le mot-clé, comment surveiller au niveau national la sécurité des produits de santé. Donc, il y a 3 grands volets. Le premier, c'est être en situation proactive, parce que très souvent, dans le passé, etc., les pouvoirs publics étaient, si on prend l'exemple de médiateurs, en situation de réactivité ou de sans-réactivité. Là, on élabore un programme basé sur des études proactives, soit par une approche par les médicaments. Et par les médicaments, on a choisi, c'est les médicaments d'exposition importante, ça veut dire des millions de personnes, comme les antihypertenseurs, antidiabétiques, ou des anti-VEGF parce que c'est un acte invasif. Ça veut dire qu'il faut on a estimé que le port d'entrée doit être au moins 1 million de personnes qui utilisent les médicaments pour qu'ils soient surveillés de façon proactive. Pour l'utilisation, par contre, le risque, c'est pas ça. Pour le médicament nouveau ou avec nouvelle indication, et un axe très important sur les dispositifs médicaux, où s'il y a 10 000 médicaments, il y a plus qu'1 million de dispositifs médicaux, on se concentre uniquement sur les dispositifs médicaux implantables ou invasifs, comme par exemple l'établi, comme le prothèse de hanche, prothèse de genou, etc. Et notre approche, c'est par déviation spécifique, cette fois-ci, c'est pas par médicament, je vais développer, ou développement d'outils pour la pharmacodynamique, que ce soit par les méthodes statistiques ou par la nature des données. Deuxième, c'est l'étude de réponse à des alertes ou à des crises, c'est la spécificité d'EPIFAR depuis 2012, de 2 équipes. Et troisième, c'est l'étude d'impact pour savoir est-ce que les décisions prises par les autorités, que ce soit interdire d'un médicament en recommandation ou limitation des indications, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, ou est-ce que c'est suivi ou pas. Suivant, s'il te plaît. Pour le premier volet, médicaments d'exposition importante, c'est par la taille de la population, par la durée d'exposition et par la variabilité de prescripteurs. Et voilà, et que je donne un exemple. On a fait une étude sur l'utilisation d'inhibiteurs de pompe en proton, c'est pour qui est très souvent pour protéger l'estomac. Et on a vu qu'il y a un Français sur 4 qui utilise ces médicaments au moins une fois par an, 18 millions, qui est très, très, très important. Et on a vu qu'il y a des utilisations prolongées qui n'est pas indiquée. Deuxième, donc il y a d'autres sujets aussi à l'étude. Suivant, s'il te plaît. Pour le médicament nouveau, je pense qu'on est le moins bon parce que le cadre juridique
Donc, quand le médicament n'est pas attendu c'est-à-dire avant l'AMM ou avant le remboursement, où les données ne sont pas les meilleures. Quand même, on a pu comparer l'efficacité de l'infliximab, c'est un TNF, via le biosimilaire, qui est un problème majeur actuellement, un problème majeur, c'est un sujet majeur, et dans le NIKI, que ce soit pour le rectocolie hémorragique ou pour le Crohn, où on a trouvé qu'il n'y a pas de différence globale d'efficacité et de risque d'un biosimilaire par rapport à un original ou un principe. Suivant, s'il te plaît. Je vais essayer de devis, des dispositifs médicaux soit implantables, soit orthopédie, implant, et il y a un programme de travail, par exemple, actuellement sur le prothèse de genou. Suivant, s'il te plaît. Population spécifique, c'est vraiment très classique, hein. On n'a pas, c'est les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Et par exemple, pour les femmes enceintes, on est en train on va le voir dans le diapo juste après, de monter une base de données sur l'ensemble de grossesses depuis 2010 jusqu'à 2019, donc à peu près 8 millions, 7 millions de femmes enceintes, et on va les chaîner, et on va les actualiser à la fois avec les 1 million de grossesses par an, et on va actualiser l'issue de grossesse et le devenir des enfants année par année. Suivant, s'il te plaît. Alors, ça, c'est des outils de pharmacopédémiologie. Donc, on va essayer de monter cette fois-ci des bases de données à partir des risques d'effets indésirables et pas à partir des médicaments ou à partir de la population. Et on pense à faire de l'hémorragie cérébrale et gastro-intestinale, mais il y a aussi toxicité hépatique, valvulopathie, HTAP, etc. Et on commence déjà par le risque suicidaire, où il y aura une base de données qui sera actualisée, qui est en train d'être travaillée. Deuxième chose, c'est la cohorte mère-enfant dont je vous ai parlé, qui sera entre 2010 et 2000, jusqu'à 2000, je ne sais pas combien, mais qui est déjà presque opérationnelle. Voilà. Des méthodes statistiques, les données sont très limitées quelquefois, et la prise en compte des facteurs de confusion et des méthodes d'analyse sont très importantes. Donc, nous, on n'a pas toutes les compétences, donc certainement dans ça, on fait appel à des équipes académiques spécialisées. Et nous parions que les entrepôts de données hospitaliers joueront un rôle très très important dans l'avenir de la pharmacopédémiologie, parce que par rapport à la DMSI, ces données-là sont beaucoup plus détaillées, et avec le chinage avec le SNDS, nous aurons les caractéristiques des patients, ce qu'ils ont pris comme médicaments, et nous aurons après l'hospitalisation leur devenir. Donc la boucle est bouclée dans ces données-là. Suivant, s'il te plaît. Réponse à des crises sanitaires, vraiment c'est la spécificité. Par exemple, là je vais vous présenter très rapidement l'usage des médicaments dans l'épidémie de Covid que j'ai présenté il y a 2 semaines pour le CEST, mais en 2-3 diapos. Les conséquences de passage à la nouvelle formule de Levothyrox, Androcure, qui est un progestatif avec le risque du mengiome, le risque associé évidemment au valproate, où il y a tout un programme de travail sur le malformation et le trouble, mais il y avait aussi la contraception orale, il y avait aussi le vaccination, échure, etc., etc. Donc vraiment, c'est la spécificité de cette structure-là. Suivant, s'il te plaît. D'usure et d'impact, c'est, là j'ai pris l'exemple parce qu'il est récent, mais quand il y a soit pour le switch, etc. Donc rapidement, c'est l'usage des médicaments durant l'épidémie de Covid et sur les 5 premières semaines de confinement jusqu'à 19 avril. Suivant, s'il te plaît. On a analysé pour 2018, 2019, 2020 466 millions d'ordonnances avec 1,2 milliard de lignes et sur le régime général et sur 58 classes thérapeutiques, en grand hépatique, maladies chroniques, antibiotiques, contraception et vaccins et produits nécessaires à l'imagerie et traitements en lien potentiel avec le Covid. Suivant, s'il te plaît. Donc, pour les maladies chroniques, il y a un effet de stockage.
Donc, les hypertendus diabétiques, ils ont, au début de confinement, stocké, et après baissé, et après revenu à la normale, suivant cette clé. Pour les autres médicaments, les antibiotiques a baissé de 35% sur les 5 semaines, et pour les médicaments qui nécessitent une intervention d'un médecin ou d'un professionnel de santé, ce n'est pas un chute, c'est un effondrement. Le vaccin, à part, parce qu'il est à 40% moins, mais le colonoscopie, le scanner IRM, ils ont baissé entre 60 et 80%, suivant ce clé. Et là, je vais parler de partenariat académique qui est lié évidemment directement à ce séminaire. Donc, EPIPHAR fait des études et souhaite développer et collaborer avec des équipes académiques, dont les porteurs de projets et dans l'équipe de projet, et indépendant évidemment des liens d'intérêt avec l'industrie et des conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Donc, cette ouverture avec l'équipe académique, soit par l'accueil de doctorants et post-doctorants, l'année dernière, on a soutenu 3 doctorants, et cette année, on a des postes de 3 doctorants aussi, par le financement de projets qui doivent entrer dans le programme de travail, et que vous avez vu, le programme de travail est très très large, et les dernières, soit, ce n'est pas spécifiquement au SNDS, mais ça peut être d'autres sources de données pour répondre à des objectifs spécifiques. Suivant, s'il vous plaît. Pardon. Alors, à gauche, on a fait un appel à candidature pour un centre partenaire qui appuie le GIS, et que c'est le centre de partenaires de Bordeaux qui a été choisi pour un contrat de 4 ans pour 500 000 euros chaque année. Mais surtout, le partenaire académique, c'est quand il y a une thématique ou une demande et que soit on n'a pas les compétences au GIS, soit qu'on n'a pas les données au GIS, soit une politique d'ouverture, parce que je pense que c'est très important de travailler entre des équipes. On lance ou on contacte directement des équipes en disant qu'on a une problématique, comment répondre. On sait que vous êtes très fort dans les facteurs de confusion, je ne sais pas quoi, vous êtes spécialisé de cancer de l'enfant, etc. Et nous souhaitons collaborer avec vous, et que les projets doivent passer devant le conseil scientifique et doivent être prioritisés par le conseil scientifique. Par exemple, en 2019, il y a 2 études qui ont été prioritisées. Suivant, s'il te plaît. Donc, je donne un exemple parce qu'en 2020, il y a les conventions qui n'ont pas été formellement signées, ils sont en train d'être signées, donc je ne vais pas vous présenter, mais il y a par exemple un projet avec l'équipe de Catherine Quentin sur l'utilisation de médicaments d'ostéoporose, voilà, qui est passé devant le conseil scientifique. Par contre, le conseil scientifique, sur notre proposition, a priorisé prescription médicamenteuse dispensée et remboursée en pédiatrie ambulatoire. On le fait avec l'équipe de professeur Chaloumeau à Hôtel-Dieu. L'utilisation des méthodes finalement statistiques pour prendre en compte des expériences dépendantes de temps et risques compétitifs. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Florence Tubac qui le fait. Il y a uniquement un soutien et pas une collaboration dans le sens partenariat complet, c'est-à-dire que la première étude sur la pédiatrie, la personne qui fait l'étude ou les 2 personnes qui font l'étude, ils sont à la fois à EPIPHAR et à la fois dans l'équipe INSER. Dans cette étude-là, la personne qui fait l'étude, il est dans l'équipe de Florence Tubac. Le 3e, développement des méthodes d'appariement de données de santé aux données hospitalières, c'est un entrepôt de données, et nous soutenons 2 projets à Rennes, parce que l'entrepôt de données de Rennes, je pense qu'il est très bien avancé, et nous comptons sur ce développement pour étudier ça dans le cadre de la pharmacoépidémiologie. Le traumatisme et les accidents de la vie courante peut être un effet indésirable des médicaments, psychotropes, etc. Le grand spécialiste en France, c'est Emmanuel Lagarde à Bordeaux. Donc, on s'est adressé à lui pour qui est dans le cadre d'un projet plus global que ça, pour intégrer le volet médicaments pour le traitement automatique de résumé de passagers aux urgences, surtout traumatisme de ça. Donc, l'ensemble vous voyez, le partenariat académique,
c'est très très important et nous souhaitons la développer davantage et ça peut être l'objet de discussion. Et le dernière diapo, s'il te plaît, pardon, c'est le site internet d'Epiphare qui est opération depuis hier. Vous tapez Epiphare n'importe comment, epiphare.com, Epiphare avec TIA et sans tiret, vous tombez sur le site qui a été mis en place hier matin. Voilà que vous allez voir tous les rapports, toutes les publications et aussi les partenariats académiques et le programme de travail aussi. Voilà. J'ai pris un petit peu de temps, je suis désolé. Je vous remercie.